Barnard Blanchette n'est pas là. Il est là. Calling Mr. Barnard Blanchette. Monsieur Blanchet. Barnard. You're quiet. Ça va, Mme Tremblay? How come you were so quiet today? J'écoutais. Did you learn anything? M'entendez-vous bien? Oui. Désolé pour le retard. Le conseil est prévu pour 17h30. Nous avions encore des points à discuter entre nous. Donc, je vous remercie d'être présent à cette assemblée régulière du conseil d'administration du mercredi 2 novembre 2011. À mon habitude, je vais tout d'abord vous présenter les membres du conseil d'administration de la STM en commençant à votre gauche. Donc, Mme Marie Turcotte qui représente les clients du transport adapté. M. Francesco Miele qui est conseiller municipal dans l'arrondissement de Ville-Saint-Laurent. M. Édouard Janiszewski, qui est maire de Dollard-des-Ormeaux, qui se joint au conseil d'administration. Il ne pouvait être présent à la réunion précédente, mais bienvenue parmi nous, Monsieur le maire. M. Dominique Perry, qui est conseiller municipal dans l'arrondissement de Saint-Léonard. M. Yves Devin, qui est le directeur général de la Société de transport. Mme Ricourt, Mme Monica Ricourt, mes excuses, Mme Ricourt, qui est conseillère d'arrondissement à la Ville de Montréal, dans l'arrondissement de Montréal-Nord. M. Yves Devin, qui est le directeur général de la Société. Et à ma droite pour vous, mais à ma gauche, là, M. Marvin Rotran, qui est le vice-président de la Société et qui est conseiller municipal dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Mme Claudia Lacroix-Perron, qui représente au conseil d'administration les membres jeunesse. M. Bernard Blanchet, qui est conseiller municipal dans l'arrondissement de Lachine. Maître Sylvie Tremblay, qui est la secrétaire générale de la corporation et la directrice exécutive des affaires juridiques. Et Mme Danielle Porret, qui l'assiste dans les délibérations du conseil. Comme j'ai l'habitude de le faire depuis que j'assume la présidence du conseil d'administration de la STM, je donne quelques indications sur ce que la STM a fait au cours entre les deux conseils, donc celui qui a précédé et celui d'aujourd'hui. Donc, je vais vous donner quelques nouvelles. Comme vous le savez, je vous le rappelle, et pour les membres du conseil également, nous sommes en web diffusion. Donc, pour les citoyens, les citoyennes qui viendront poser des questions tout à l'heure, vous êtes filmés, nous également, et c'est diffusé sur le site web de la STM. Nous avons présenté, M. Rotran, moi-même et M. Devin, à la Commission sur les finances et l'administration de l'agglomération et de la Ville de Montréal, nos orientations budgétaires pour 2012. Ce n'est pas le budget. Le budget va être adopté par le conseil d'administration un peu plus tard, au mois de novembre, mais nous avons, avec M. Rotran, présenté les grandes orientations budgétaires. Nous avons également présenté notre programme triennal d'immobilisation et nous avons, pour la première fois, présenté l'état d'avancement des grands projets majeurs de la Société de transport au cours des 5 et même 10 prochaines années. C'était une première. Nous avons, parce que le travail du comité exécutif de la Ville nous a indiqué que la contribution de l'agglomération va avoisiner 400 millions de dollars. Cette somme-là est comparable à celle que nous avons eue donc en 2010 et 2011, à plus ou moins, seraient donc les nouveaux tarifs pour 2012. Mais je vous rappelle les 4 critères que les membres du conseil d'administration utilisent.
Donc, il y a un premier critère qui est l'indice des prix à la consommation qui ont un impact sur nos biens et services. L'indice des prix à la consommation dans le domaine des transports et des carburants, puisque nous consommons des centaines de milliers, des millions de litres de diesel par année. Et donc, quand les prix du diesel et de l'essence augmentent, ça nous impacte. Nous tenons compte également de l'amélioration de services. Nous sommes dans un programme d'amélioration de services à chaque année. Nous augmentons le nombre d'heures de bus, les nombres de kilomètres parcourus. Nous créons de nouvelles lignes. Donc, nous tenons compte de ça également. Et il y a un nouvel élément qui s'ajoute, c'est que, vous le savez sans doute, nous sommes portés acquéreurs de nouvelles voitures de métro, celles de 1963 arrivant en fin de vie utile. Et ça a un impact sur notre budget, le remboursement, capital et intérêt de cette acquisition de 2,4 milliards. Et cet impact va croître. On en a fait part à la Commission des finances de la Ville parce que nous investissons de l'argent et ça fait un poids de plus en plus grand dans notre budget en progression. Une fois ces 4 critères-là pris en compte, nous regardons l'impact sur l'achalandage, puisque nous avons un objectif clair, net et précis d'augmenter l'achalandage à la STM. Et donc, nous faisons ce qu'on appelle une bémolisation entre les 4 critères qui ont un impact sur la croissance de nos dépenses et l'impact qu'aurait sur l'achalandage une augmentation trop importante. Donc, c'est les éléments et nous annoncerons lors du dépôt du budget cette hausse des tarifs. Nous avons annoncé cette semaine également la hausse de l'achalandage à la STM au cours de la dernière année si la tendance se maintient. Si elle se maintient d'ici la fin de l'année, nous aurons une hausse de près de 4 %. Et nous aurons surtout, dans toute l'histoire de la STM qui célèbre cette année son 150e anniversaire de naissance, puisque c'est en novembre 1866 qu'on opérait les premiers hippomobiles, bien nous dépasserons un record historique qui datait de 1947, période à laquelle il y avait la moitié moins de population à desservir. Donc, il y a eu un long creux et avec une remontée au cours des dernières années. Donc, nous avons annoncé que les nouveaux services que nous avons offerts sont un des facteurs. Il y en a d'autres, bien sûr, des facteurs exogènes que sont les prix du pétrole, la circulation et les embouteillages. Mais toutes les équipes à la STM sont très motivées par ça. Nous connaissons donc un bon accroissement de notre clientèle. Je vais vous donner quelques exemples en résumé. Vous les connaissez déjà de nouveaux services que nous avons offerts. La mise en place du réseau 10 minutes max sur 31 lignes. Les services rapides par bus qui ont connu une croissance de 48 %. Nous avons créé de nouvelles lignes comme la 467 Express Saint-Michel, la 427 sur Saint-Joseph, combinée à une voie réservée. Le fameux ou la fameuse, ça dépend si c'est une ligne ou un circuit, 747 pour l'aéroport, qui a connu une hausse de 32 % par rapport à 2010. Donc, c'est clair. Pour nous, c'est un peu ce qu'on savait déjà, mais notre clientèle nous dit, si vous améliorez les services, la fréquence, la ponctualité, la régularité, le confort, bien, il y a plus de gens qui vont le prendre. Ce n'est pas uniquement ça, mais c'est un des éléments. Parlant de nouvelles lignes, nous avons inauguré la ligne 26 qui va desservir un nouveau secteur dans le sud-est de Montréal, dans Hochelaga-Maisonneuve. C'est un circuit qui a fait l'objet de consultations auprès des citoyens du quartier, qui est en opération maintenant. C'est 15 000 heures de services supplémentaires par année qui seront offerts par cette ligne-là. Le ministère des Transports a annoncé qu'il reconduisait son offre de bonification de la carte annuelle en prolongeant d'un mois, donc jusqu'à la mi-novembre, l'offre pour ceux qui s'abonnent à l'année. Il y a un mois gratuit qui est offert. Et l'ASTM a lancé un programme avec les entreprises qui s'appelle Opus et compagnie. Donc, nous cooptons l'investissement d'une entreprise jusqu'à hauteur de 10 %. Donc, si vous êtes dans une entreprise de 7 employés et plus, je crois, et que votre entreprise vous donne une réduction sur l'achat de la carte Opus à l'année, de 3, 4, 5, 6, 7, 8 % jusqu'à 10 %. La STM va également apparier ce montant-là. Ça peut vous donner jusqu'à près de 4 mois de transport collectif gratuit si vous prenez l'abonnement à l'année. Et je termine.
avec la reconnaissance de gestionnaire de la STM. Je vais prendre le temps, quelques minutes, pour souligner des reconnaissances professionnelles qui sont accordées à des cadres de la STM et leurs équipes. Et ça, à mon avis, ça témoigne de deux choses. Tout d'abord, qu'une entreprise de 9000 employés comme la STM, quand elle réussit à atteindre ses objectifs et à les dépasser, c'est souvent parce que chaque employé se dépasse lui-même et met au profit de la société de service public que nous sommes ses compétences et ses talents. Et deuxièmement, c'est qu'il est essentiel pour une société publique comme la nôtre de pouvoir compter sur des professionnels qui sont parmi les meilleurs dans leur profession. C'est pas négligeable. Vous savez, on parle beaucoup du domaine des entreprises privées et du service public. Moi, je suis un fervent croyant, si on peut utiliser cette expression-là, mais dans la qualité des services publics. Et pour avoir des services publics, nous avons besoin de dirigeants de talent qui vont consacrer une partie de leur carrière ou toute leur carrière et qui vont faire profiter de la collectivité de leur expérience professionnelle. Donc, tout d'abord, je vais commencer, non par le moindre, mais par le directeur général de la société, M. Yves Devin, qui a été nommé professionnel, et je demande que vous réserviez vos applaudissements pour la fin. Donc, M. Devin a été nommé professionnel émérite de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. C'est l'équivalent d'un titre de fellow. C'est la plus haute distinction qui lui est attribuée pour souligner qu'il est un homme d'action qui a un sens des affaires, un sens stratégique hors du commun et des habiletés de leader et de rassembleur. Et sa présence à la STM, elle se traduit de multiples façons, mais en particulier par l'atteinte des objectifs que nous nous sommes fixés. Une autre personne qui s'est vue reconnaître tout son travail, c'est Maître Sylvie Tremblay, qui est notre secrétaire générale de la corporation et directrice des affaires juridiques. Elle a été reconnue comme lauréate de la médaille d'honneur de la Chambre des notaires du Québec. C'est donc la plus grande distinction de la Chambre pour son travail, tout particulièrement dans le projet des voitures de métro. Sans vous raconter les détails de ça, elle nous a promis qu'elle écrirait un jour un livre à ce sujet. Mais donc, c'est cette longue négociation avec le consortium, les appels devant les tribunaux, mais elle a su protéger les intérêts de la STM et de la clientèle au cours de ces 4 années. Et donc, la Chambre des notaires lui a donné sa plus haute distinction. Et la dernière personne qui a reçu une reconnaissance, c'est Mme Renée Amilcar et toute son équipe, qui a été reconnue par l'Association des transports urbains du Québec lors du colloque annuel elle dirige le service d'entretien des autobus. Donc, elle est allée chercher un prix reconnaissance et regardez bien les chiffres ou écoutez-les bien là. La fiabilité des bus s'est accrue de 39 % depuis 2007, alors que la disponibilité des véhicules pour le service est passée de 75 % à 82 %, donc un plus 7. C'est un 10-12 % de gain, et ce qui nous permet donc de suivre l'offre de service qu'on accroît. Donc, à M. Devin, à Maître Tremblay, à Mme Amilcar et son équipe, toutes nos félicitations au nom du membre du Conseil. C'est comme les Oscars, on peut faire un discours en remerciant notre père et mère. Non, ils remercient leurs parents. Ils remercient leurs parents de les avoir. Donc, ça faisait un petit point d'introduction sur ce que nous avons fait. Je vais ouvrir la période de questions. Nous avons 3 citoyens qui ont des questions à nous poser. Une citoyenne, Mme Gaëtane Grenier, que j'invite à prendre place au micro. Monsieur le Président. Bonjour, Mme Grenier. Bonjour. Avant de commencer, j'ai des documents à remettre à chacun des membres. OK. Je vais Je suis pas capable. Vous n'êtes pas capable. J'ai Quelqu'un juste va aller les cueillir et puis on va les remettre au secrétariat. Ça nous sera réacheminé. Merci. Parce que je le dis à chaque période de questions, toutes les questions posées au conseil d'administration font l'objet d'un suivi. Les documents remis
au secrétariat nous sont acheminés. Allez-y, madame. Vous dites qu'il y a un suivi. J'en profite pour vous féliciter, le conseil d'administration, parce qu'à chaque fois que je me présente, vous êtes d'une écoute et d'une efficacité exemplaire. Bravo à tout le monde. Bon, Ça, merci, madame. ça commence comme ça. C'était les fleurs. Est-ce qu'il y a un pot? Non. Oui. Oui, bon, allez-y. Oui, il y a le pot qui s'en vient. Monsieur le président de la STM, monsieur, je ne sais plus votre nom, là, vous? Michel Labrec. Monsieur Labrec. Je demande au transport adapté une étude sur la plage de 30 minutes. Cette plage cause de sérieux préjudices à la clientèle. On a beau m'expliquer le 30 minutes, monsieur le président, mais la réalité du transport adapté n'est pas la réalité de nous autres, des handicapés. Du tout, du tout. Alors, il y a quelque chose à faire, là. Je ne sais pas quoi, là, mais Bon. il y a un éclaircissement. Il y a un éclaircissement. Je vais demander au directeur général et à Mme Turcotte également de vous répondre à ça, parce qu'il y a du travail qui se fait à ce sujet-là, sur le 30 minutes, là, qui est la plage horaire que l'on garantit, qui semble longue. Allez, M. Devin. Bon, vous avouez qu'on partage votre opinion. Merci. Moi, comme dirigeant d'entreprise, de promettre aux clients qu'on va être là à plus ou moins 30 minutes, là, c'est complètement inacceptable. Donc, on a déjà lancé le défi à notre directrice qui fait un travail extraordinaire au transport adapté, qui s'appelle Mme Liette Vinet. Et malgré les taux de satisfaction les très élevés qu'on a au niveau de la clientèle, je vous rappelle que la clientèle est sondée à tous les années et on a des scores de 94 %. Et on a lancé le défi à Liette l'année passée en lui disant « Mais peux-tu faire un plan stratégique qui va nous permettre d'améliorer cette situation-là? » Et bonne nouvelle, ils l'ont déjà intégré. Il y a un mais, parce qu'il y a toujours un mais dans ces histoires-là. Le système informatique que nous avons actuellement, qui, dans notre jargon, s'appelle Accès, il est complètement dépassé actuellement. Là, il y a vraiment un problème. Donc, le conseil d'administration aujourd'hui a accordé la permission d'aller en étude de faisabilité pour changer notre système et de pouvoir permettre d'avoir une meilleure optimisation de nos déplacements et, conséquemment, d'être capable d'améliorer la plage de 30 minutes. Quelle sera la conséquence, madame? Je serai menteur, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui, mais définitivement, notre objectif, c'est de l'améliorer. Merci. Madame Turcotte, est-ce que vous avez un complément de réponse? Oui, peut-être dire aussi qu'effectivement, faire de la plage, même l'hiver, des fois, ça peut être un peu étonnant. Mais peut-être dire la plage de 30 minutes, elle a été instaurée là. Pourquoi? C'est pour pouvoir aussi faire plus de jumelage, c'est-à-dire faire en sorte qu'avec les mêmes sous, on puisse transporter le plus de monde possible, parce qu'il ne faut pas oublier que l'ETA, depuis quelques années, a une directive de tendre vers zéro refus. C'est intéressant, on appelle la veille, puis on a du transport. Mais en contrepartie, on est... Madame Turcotte, pouvez-vous expliquer ce qu'est zéro refus, là, parce que je voyais que Mme Grenier... OK, oui, c'est vrai, c'est du jargon. Le zéro refus, c'est-à-dire que si vous appelez, vous réservez la veille, 24 heures avant, bien là, le transport adapté s'engage à vous offrir un transport. Le jour même, ça, c'est pas évident. Mais pour ça, pour pouvoir vous offrir un transport en appelant 24 heures à l'avance, bien, il faut faire des jumelages. Puis là, les jumelages, c'est pour ça, c'est là pourquoi la plage de 30 minutes. Mais je partage tout à fait les propos de M. Devin, qu'effectivement, avec Extra, il y a une résolution à soir là-dessus, c'est essayer de la réduire, cette plage-là, tout en pouvant faire le maximum de jumelage pour pouvoir continuer à offrir le service puis répondre aux besoins exprimés. C'est ça le but de l'exercice. Ben, j'ai bien fait de venir ce soir parce que oui. j'ai des éclaircissements là. Parce que votre question, elle n'était pas préméditée, mais ce soir, le Conseil va voter donc une résolution pour améliorer notre système informatique puis aller tendre vers le temps réel. Est-ce que vous avez... C'est bien? Merci. Merci beaucoup, Mme Grenier. Je vais inviter M. Guy Fortin, qui a une question sur l'itinérance sur la ligne verte tout particulièrement. Merci. Bon, excusez-moi, c'est la première fois que je me présente, alors un peu de nervosité. Allez-y, on va... Parfait. Alors, j'aimerais attirer votre attention sur le nombre grandissant des sans-abri qui dorment dans les stations de métro le jour. C'est une problématique qui frôle littéralement l'infection. À tous les jours, je prends le métro. Au moins une personne dort sur les bancs de métro de Papineau, Baudry, McGill, Peel.
C'est une situation l'hiver dernier, printemps passé, cet été, et là, ça recommence. Ça fait déjà 2 plaintes que je fais à votre site et je n'ai même pas un accusé de réception. Bon, première question, c'est comment ces sans-abri y rentrent? Moi, j'en ai vu rentrer, j'en ai vu qui restent là. Je voulais savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que la surveillance se fait? Ça m'amène une question, c'est que si quelqu'un a un malaise sur un banc public, sur le quai de métro, les caméras de sécurité, est-ce qu'ils font la différence entre quelqu'un qui a un problème ou un sans-abri? La deuxième chose, c'est que ces sans-abri-là qui restent sur les quais de métro, ils dorment. Ils font où leurs besoins? Sur les bancs. C'est me prouver que l'hépatite peut se transférer par l'urine. On s'assoit sur ces bancs-là. Dans la plainte que j'ai faite sur le site de la STM, j'ai envoyé pour une journée seulement les 13 personnes que j'ai vues coucher sur le métro entre Préfontaine et Angrignon. Et ça, c'est juste d'un côté d'une rame. J'ai pas accès visuel de l'autre côté de la rame. Ça, c'était lundi. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre, s'il vous plaît? Je vous remercie, M. Fortin, pour votre question, qui était très bien posée. Tout d'abord, pour ce qui est du fait que vous avez fait une plainte et qu'il n'y a pas eu d'accusé, de réception, de réponse, ça, on va faire elle était faite à votre nom. À mon nom. Donc, on va faire un suivi tout de suite demain avec diligence là-dessus. Deuxièmement, vous posez une question, comment ils se rendent sur les quais? On sait comment ils se rendent, on les voit. Mais moi, ce que je veux savoir, c'est comment est-ce que la STM laisse passer ça. On les voit, les caméras de sécurité les voient, les gens les voient. Ils bloquent les chemins, on peut même plus s'asseoir. Le métro Papineau, le métro Baudry, je suis désolé, mais il y a une odeur d'urine incroyable. Mais la question, c'est qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Vous nous avez décrit une situation. Bon, il y a des stations que moi je fréquente, Papineau, là, qui est une station que je fréquente souvent. C'est vrai, je ne partage pas tout à fait votre opinion, mais c'est vrai qu'on voit des... Et je demandais à M. Devin, là, au niveau de comment on travaille avec nos inspecteurs, bien sûr, et avec les services policiers et les services sociaux. Parce que il y a un triangle dans ça. Il y a une dimension policière ou d'inspection, puis il y a une dimension des services sociaux à Montréal, reliée à l'itinérance en général. Qu'est-ce que ces gens-là font pendant le jour? Donc, j'ai invité M. Devin à vous répondre. M. Fortin, c'est un très bon point que vous amenez, mais la solution n'est pas facile. Je vais faire une petite historique. Là. Il y a, je vous dirais, une dizaine d'années, 7-8 ans à peu près, la STM, alors qu'on n'avait pas l'SPVM dans nos stations, avait pris une position assez rigide à l'égard des itinéraires. Et donc, il y avait eu beaucoup de certificats de contravention qui avaient été émis à ces personnes-là, et on n'a pas réglé le problème. Donc, on a vu que la répression n'était pas la réponse au problème. De toute façon, ces gens-là, souvent, ont moins d'argent, ne paient pas ça, ça crée des frais administratifs, etc. Depuis qu'on a l'SPVM dans l'installation de métro, de mémoire, c'est 2007-2008 à peu près, 2007. Et là, on a créé une table de concertation avec l'SPVM et les travailleurs sociaux. Et là, on a vu qu'il y avait une recrudescence de gens, on le voit nous aussi. Et on a adressé cette situation-là au SPVM en leur disant, mais c'est quoi votre orientation? Parce que là, la question, c'est que nous, je vous rappelle qu'on est la Société de transport de la Ville de Montréal. Donc, pour moi, c'est facile de dire à mes agents ou à mes inspecteurs, prenez ces gens-là, donnez-leur un billet, puis sortez-les dehors. Mais quand ils sont dehors, ils sont encore dans la Ville de Montréal. Donc, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de ne pas le prendre comme ça, de le prendre avec une table de concertation avec le SPVM. Et tout récemment, Carl, qui est mon bras droit d'opération, m'informait que le SPVM vont faire une action bientôt, là, si ce n'est pas déjà commencé, de justement les faire relever, puis de les faire circuler, puis de voir de l'autre côté, est-ce qu'il n'y a pas des gîtes? Parce que les autres, le problème qu'ils ont, c'est d'avoir un gîte, puis il ne fait pas encore froid. Là. Fait, d'après moi, ça va être encore pire bientôt. Pour les problèmes de salubrité, moi, je vous rassure. On a une équipe d'entretien ménager dans les stations de métro où l'organisation du travail a été revue au complet. Et vous avez remarqué récemment qu'on a sorti les poubelles sur les quais justement pour permettre aux gens, puis les résultats sont spectaculaires, les stations sont plus propres. Et ce que ça fait, c'est que ça donne beaucoup de temps à nos préposés d'entretien ménager. Donc, au lieu de marcher, vous savez que c'est quand même assez long, une station, c'est 500 pieds. Donc, au lieu de tout le temps être en train de marcher, ils nettoient davantage la place, puis on voit que même nos sondages de satisfaction clientèle, on a des taux au-delà de 80 de salubrité.
Donc, nos gens ont déjà le mandat que quand il arrive une situation de même, en urgence, vous le voyez peut-être pas quand vous passez, là, mais il y a des gens qui sont là. Et là, on attend les rapports de la table de concertation qui vont nous revenir en disant, avec ces personnes-là, mais qu'est-ce qu'on fait avec, là? Tu sais, c'est bien beau, moi, STM, de regarder mon petit silo, mais la ville, comment qu'on organise ça? Et ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des choses qui ont été faites un peu partout sur la planète. Ils sont en train de les essayer. Entre autres, vous allez voir, le SPVM va faire beaucoup de sensibilisation auprès de ces gens-là très bientôt pour les faire lever, les faire marcher, les faire sortir. 2, de voir avec les refuges comment on pourrait les aider davantage le soir quand il va faire froid bientôt. Fait que c'est un bon point que vous avez, mais on est comme vous, là, si on avait la solution miracle. On pensait qu'on en avait une en mettant des contraventions de côté répression, mais ça n'a pas fonctionné. Donc là, il faut évoluer vers... Mais juste les permettre d'être là pendant 3 heures de temps, c'est acceptable? Bien, je pense que ce que M. Devin vous indiquait, c'est qu'il y a eu une période où on émettait des contraventions, les gens se déplaçaient, ils reprenaient ça ailleurs, on remettait une contravention. C'est pas une solution. On le voit bien, là. Donc là, ce qu'on essaie de faire... Moi, j'ai prévu une rencontre avec Mme Jocelyn Campbell, qui, au conseil municipal, a ces responsabilités-là. Elle est également conseillère dans l'arrondissement Ville-Marie, qui est l'arrondissement qui est le plus touché par ça. Et on va voir. C'est dans toutes les villes du monde, et plus particulièrement à Montréal, quand la saison froide et l'hiver arrive, c'est des problématiques où notre clientèle se sent mal à l'aise, parfois craintive. Et donc, on compose entre la dimension répression, interdiction, services sociaux, hébergement. Et puis, votre commentaire, quand vous me dites 13 personnes sur cette période-là, on va, comme je vous dis, il y aura un suivi qui va être fait au conseil, à la fois votre question. Il y a un suivi qui va être fait avec vous, spécifiquement à la plainte que vous avez déposée sur le site. Et puis, M. Devin l'indique, le SPVM nous a annoncé qu'il ferait une opération, mais ça doit se faire en combinaison avec les services. Fait que ce n'est pas une problématique à laquelle on est étranger, mais en même temps, on travaille avec un certain nombre... Et de l'intermodalité des moyens de transport. Alors, d'emblée, étant donné que ce n'est pas trop encombré la période de questions, oui, je voulais aussi féliciter votre directeur général, qui est mon vis-à-vis dans votre organisme public. Alors, ça fait quelques années que je l'observe et je trouve qu'il réussit très bien l'exercice des fonctions. D'ailleurs, il fallait bien qu'il soit récompensé parce qu'il a décidé de quitter une société prospère qui était financièrement excédentaire, le casino. Alors, pour aller souffrir dans un organisme public déficitaire et qui est difficile, peut-être à faire bouger avec tout cet héritage. Non. Alors, félicitations à votre DG pour le fruit de ses efforts, lui qui travaille dans l'ombre de votre gloriole, Monsieur le Président. Bon. Alors, là, vous vous êtes penché, là, vous allez du déficitaire, ce qui n'est pas le cas à ma gloriole. Allez-y, posez votre question. Et je voulais aussi, évidemment, pour notre prédécesseur, M. Fortin, c'est triste. C'est vrai que ça dérange un peu. J'utilise beaucoup le transport en commun. Et pour le public voyageur, mais évidemment, vous pouvez pas faire de miracle. J'imagine que la société de transport fait ce qu'elle peut, mais à moins de bloquer les portes à tout le monde, c'est un réseau public où transitent des centaines de milliers de passagers à chaque jour. Alors évidemment, vous n'êtes pas à l'abri de la pénible reprise économique qu'on vit à Montréal depuis 2 ans, où il y a beaucoup d'exclus. Il y a les chiffres, Monsieur le vice-président pourrait valider à la conférence régionale des élus, ce comité de développement social, il y a 600 000 personnes à Montréal qui peinent à joindre les deux bouts. Alors, c'est clair qu'il y a des gens qui sont plus en difficulté que d'autres, et puis vous pouvez pas vous occuper de tout ça. Alors, voilà. Je pense que vous pouvez pas faire de miracle. Ma question principale, Monsieur le Président, qui est le réseau d'autobus, parce que notre politique est une solidarité entre les territoires de l'île de Montréal, entre l'Est et l'Ouest. Alors, évidemment, votre vice-président a confirmé les bonnes nouvelles récentes pour le redéploiement du réseau dans l'ouest de l'île avec des mesures de préférentielles de toutes sortes. On a fait des représentations chez vous pour que les installations du réseau de surface à Dorval soient le plus convivial possible, bien sûr. Et
Pour ce qui est de l'Est de l'île, vous savez, avec le dossier du SRB P9, vous avez mentionné, Monsieur le Président, dernièrement, qu'en termes d'échéance, comme vous le savez, les travaux devaient commencer en septembre et se terminer dans 2 ans, l'automne 2013. Vous avez parlé de 2015, puis le maire parle de 2017. Est-ce que c'est pas un peu décourageant, tout se laisser aller autour du dossier du SRB P9? Okay. Bon, donc, le maire a parlé effectivement à la conférence qu'il a faite à la Chambre de commerce de l'Est de Montréal de 2017 pour l'ensemble du projet, donc Laval, Henri Bourassa, Notre-Dame, accès au centre-ville. C'est pour ça qu'il parlait de cet échéancier-là. Quant à moi, j'ai indiqué dans des rencontres privées, je fais une tournée présentement, que compte tenu de ce que nous constatons, là, des éléments qui sont reliés au réaménagement urbain des infrastructures souterraines, nous allons commencer, le maire a été très clair, par la section qui est de Henri Bourassa jusqu'à l'autoroute métropolitaine. Première section. Deuxième section, ensuite, nous serons dans Rosemont, Petite-Patrie et le plateau, pas le plateau Montréal, Rosemont, Petite-Patrie, jusqu'à Sherbrooke dans un deuxième temps. Donc, nous allons y aller par phase. Et le temps de ces travaux-là, nous commençons, le maire a annoncé que les travaux sur l'échangeur ou l'intersection P9-Henri Bourassa commenceront au début de l'été prochain. Et on peut penser à un scénario qui va rendre opérationnel le premier tronçon, j'imagine, en 2014, deuxième tronçon 2015. Quant au découragement, pas du tout. Parfois, au conseil d'administration, ce projet-là nous semble empreint de longueur inacceptable. Il est multicomposant, mais il va se faire. Et le maire a été très clair sur le fait qu'entre essayer de tout avaler d'un coup, c'est-à-dire tout réaliser, et y aller par phasage, on va y aller par phasage. Mais c'est un projet, je ne l'appellerai pas complexe, mais c'est un projet de gouvernance complexe. Oui, l'étude de juin 2010 parle de 2 ans de travaux, donc oui, ça devrait être terminé en 2 ans normalement. Mais, donc, ça, M. Parisien, je vais vous dire. Une fois qu'on j'espère que l'AMT offre une bonne collaboration dans ce dossier-là. C'est pas de la mauvaise collaboration de personne. La gouvernance est complexe. Et puis, je veux dire, on est toujours pris comme administrateur public à donner des dates ou à ne pas en donner. C'est toujours quand. Et puis, il y a des chemins qui se prennent plus rapidement que d'autres. Les voitures de métro, ils sont commandés, ils sont attendus, et puis on devrait, tout allant bien, les recevoir en 2013 en tête de série, 2014, service voyageurs. Pour le SRB, on est sur un scénario qui est plus long que prévu. On met quand même du travail présentement sur des scénarios de SRB sur d'autres axes, Henri Bourassa, qu'on étudie et autres. Avez-vous une question complémentaire? Oui, une question parce que vous avez parlé très sournoisement des tarifs. Sournoisement, je n'accepte pas ça. C'est comme si je ne répondais pas directement à vos questions. Alors, il n'y a personne qui fait de la sournoiserie. Alors, Monsieur le Président, j'aurais pu diriger ma question au vice-président qui représente l'administration montréalaise. Il siège ici à titre d'administrateur de la STM. Je m'adresse essentiellement au président du conseil, comme le veut le décorum d'ailleurs. Vous faites bien. Mais vous savez, vous êtes arrivé à ce poste comme représentant des usagers. Donc, la question qui tue, là, Monsieur le Président. Alors, quelles sont vos pressions auprès de l'administration de Montréal quant aux hausses de tarifs vertigineuses et à cette politique-là depuis un certain nombre d'années, qui est une politique qui fait très mal aux ménages, parce que toute chose égale par ailleurs, une augmentation des tarifs est extrêmement dissuasive pour l'utilisation du service. Et vous avez, et là, oui, puis en raison d'autres facteurs, l'achalandage augmente. Donc, on a une belle chance parce que vous atteignez l'objectif d'accroître l'achalandage à STM. Et ce qui est difficile dans le contexte du réseau actuel. Votre question, M. Parisien, mais est-ce que vous allez pouvoir faire des représentations, sinon des pressions auprès des autorités montréalaises pour freiner cet appétit tarifaire de la part de la Ville de Montréal sur le transport en commun? L'appétit tarifaire n'est pas de la Ville de Montréal. C'est une décision des membres du conseil d'administration de la STM et chaque membre autour de cette table assume pleinement la responsabilité qu'il a
de tarifer correctement le service. Vous pouvez imputer à toutes sortes d'autres facteurs que les efforts qui ont été faits d'améliorer le service, le fait qu'on ait un accroissement d'achalandage. Nous prenons une petite partie, même une bonne partie de cet accroissement de clientèle-là dans les services que nous avons améliorés. Ce que nous comprenons, ce n'est pas la compréhension que vous en avez, ce que nous comprenons de la clientèle, c'est l'amélioration de service. Et pour ça, on a été tous très clairs. Tout le monde va faire sa part. La clientèle, la Ville de Montréal et les payeurs de taxes, l'agglomération de Montréal et les payeurs de taxes qui ont accru, je donnais les chiffres tout à l'heure, de plus de 60 % sa contribution, le gouvernement du Québec, les automobilistes. Le système de transport public a besoin d'argent, chacun doit faire sa part, et nous essayons de moduler les hausses de tarifs en fonction des critères que j'ai dit tout à l'heure. Donc, il y aura une hausse de tarifs cette année, tenant compte des 4 critères que j'ai élaborés, entre autres le nouveau qui est les immobilisations que nous faisons. Et nous allons le faire en nous assurant que nous maintenons un accroissement de notre achalandage. C'est une réponse qui ne vous convient peut-être pas, mais je pense que c'est une réponse, c'est une décision du Conseil qui est pleinement assumée. Nous voulons améliorer le transport collectif et pour ça, tout le monde va faire sa part à la hauteur de ses moyens. Et je pense que nous avons un système, en comparaison de d'autres systèmes québécois et canadiens, qui offre un bon rapport qualité-prix, sans dire qu'on est les moins chers, c'est pas vrai, mais on a un bon rapport qualité-prix. Mais je dois m'en signaler là-dessus pour conclure, parce que là, on pourrait Président. partir dans une discussion. Je ne veux pas lancer un débat, Okay. mais disons, je vais terminer au moins Oui. sur cette note, parce que vous avez une lourde responsabilité sur le conseil d'administration, et je pense que vous avez mis la pédale douce à la politique répressive qui avait cours là, ces dernières années, tant mieux, parce que l'arrivée de la carte à puce, ça a provoqué certains remous, il y a un certain nombre de gens qui sont bien adaptés. Mais pour d'autres, pour les gens qui ne sont pas tellement habitués à l'utilisation du service ou du système, ça a été très répressif. Vous avez mis la pédale douce là-dessus et on doit reconnaître. Mais en même temps, pour ce qui est des politiques tarifaires, vous avez une grande responsabilité, M. le Président. Alors, voyez-y, merci de votre attention. Je le répète, puis je termine avec ça sans vous redonner un droit de parole. Tous les membres du conseil d'administration, quand on fait ces discussions-là, c'est des discussions qui sont très appliqué et tout le monde assume ça. Et je pense que chacun, entre deux choix, qu'on nous reproche une hausse des tarifs ou qu'on nous reproche une baisse de service, nous choisissons la première, une hausse des tarifs pour une augmentation du service à la clientèle. Merci beaucoup, M. Parisien, Merci de votre attention, mesdames, messieurs. Bonne soirée. Ceci met fin à la période de questions et je vais appeler l'article 1 de cet ordre du jour. Adoption de l'ordre du jour de la présente Assemblée en retirant les articles 6.1 et 13.6 et en ajoutant l'article 13.8. Je propose. J'appuie. C'est adopté. J'appelle l'article 2. Approbation des procès-verbaux des assemblées tenues les 23 septembre et 12 octobre 2011. Je propose. J'appuie. C'est adopté. J'appelle les articles de la rubrique 3, donc les articles 3.1, 3.2 et 3.3. Oui. 3.1. Autorisation d'augmenter l'enveloppe budgétaire et d'exercer l'option de renouvellement du contrat avec Xerox Canada pour l'acquisition d'appareils d'impression. 3.2. Adjudication de contrat à Prévost et à Natsco pour la fourniture de vitres et pare-brise pour autobus des diverses sociétés de transport. 3.3. Adjudication de contrat à Système CPL Québec pour la fourniture de pièces de réparation et d'entretien du système de graissage centralisé. Je propose. J'appuie. Madame la secrétaire générale, est-ce que c'était correct? Parfait. C'est bon. Merci. J'appelle les articles de la rubrique 4, donc soit les articles 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5. 4.1. Autorisation de prolonger le contrat de service de transport par taxi régulier à Taxi Transmed pour les personnes à mobilité réduite.
4.2, autorisation de prolonger le contrat de service de transport par taxi accessible à Taxi Hochelaga-Beaubien pour les personnes à mobilité réduite. 4.3, adjudication de contrat de service à LVM pour l'exploitation d'un système d'extraction des hydrocarbures et le suivi environnemental au centre de transport Frontenac. 4.4, adjudication de contrat à Célèbre Construction pour le remplacement des marches et paliers à la station Mont-Royal. 4.5, autorisation de l'avenant au contrat avec ACS pour l'ajout de la fonctionnalité sonorité dans les DAT. Je le propose. J'appuie. C'est adopté. Je vais donner deux informations complémentaires sur l'article 4.4. C'est dans le cadre du programme Réno Infrastructure 1. Et donc, c'est le métro Mont-Royal, donc les escaliers en granit usé qui vont être remplacés, en granitron maintenant, qui vont être remplacés. Donc, programme de Réno Infrastructure. Et quant à 4.5, c'est des fonctionnalités de sonorité. C'est dans le cadre de notre politique d'accessibilité universelle, donc pour les distributeurs automatiques de titres. Ce qui va permettre donc à ces personnes de pouvoir utiliser ces appareils plus adéquatement. C'est adopté pour les articles 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 et 4.5. J'appelle les articles de la rubrique 5 sur les contrats de services professionnels, les articles 5.1, 5.2, 5.3 et 5.4. 5.1, adjudication de contrat à Sécor Conseil pour les services professionnels pour l'accompagnement dans la démarche de réflexion stratégique. 5.2, adjudication de contrat à CFC Dolmen pour les services professionnels pour l'évaluation du potentiel. 5.3, adjudication de contrat à ENICO pour les services professionnels pour l'implantation de mesures de réduction de risque pour la sécurité des machines. 5.4, adjudication de contrat à BFL Canada pour les services professionnels de courtage en assurance. Je le propose. J'appuie. C'est adopté. Le 6.1 ayant été retiré, j'appelle les articles de la rubrique 9 sur les systèmes de pondération. Les systèmes de pondération, j'explique brièvement donc pour les gens, c'est pour les citoyens et citoyennes qui sont présents, c'est les grilles avec lesquelles les comités vont analyser les soumissionnaires à des appels d'offres. Donc, j'appelle les articles 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 et 9.5. 9.1, adoption du système de pondération pour les services professionnels pour une analyse du projet extra au transport adapté. 9.2, adoption du système de pondération pour l'acquisition et la mise en service du système SAEIV. 9.3, adoption du système de pondération pour les services professionnels en ergonomie et ergothérapie. 9.4, adoption du système de pondération pour l'évaluation des vulnérabilités d'un environnement en TI. 9.5, adoption du système de pondération pour les services professionnels afin d'élaborer un programme d'information et de sensibilisation au développement durable. Je propose. J'appuie. C'est adopté. Deux informations complémentaires. Donc, le 9.1, c'est relié à, c'est en la réponse que nous donnions à Mme Gaëtane Grenier. Donc, c'est le projet extra au transport adapté pour améliorer donc la performance, diminuer les délais. Et le 9.2, c'est dans le cadre d'un projet que nous, on appelle publiquement le projet IBUS, d'aide à l'exploitation et l'information voyageurs. Pour notre clientèle, c'est essentiellement l'information en temps réel sur l'arrivée ou non du bus qui est pris ou non dans la circulation, là, entre autres. Donc, il s'appelle techniquement SAEIV, mais pour nous, c'est le IBUS. C'est adopté pour les articles 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 et 9.5. J'appelle les articles de la rubrique règlement le 10.1. 10.1, adoption du règlement R132 autorisant un emprunt pour financer la migration du logiciel de planification et de répartition du transport adapté. Je propose. J'appuie. C'est adopté. Également, un projet qui est relié, enfin, c'est relié
au transport adapté dans ce cas-ci. J'appelle, donc le 10.1 est adopté, j'appelle les articles de la rubrique 12, les ententes, l'article 12.1, 12.2, 12.3 et 12.4. 12.1 Approbation des contrats pour la location d'espace à bureau rue Berry.